merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis donc, oui, la chef du bureau des affaires juridiques institutionnelles au Québec Université Laval, avocate, mais je porte aussi le titre de responsable de la protection des renseignements personnels au CHU de Québec. Puis c'est avec ce chapeau-là que je me suis davantage intéressée dans les derniers mois aux changements législatifs en matière de protection des renseignements de santé et services sociaux, sous l'angle particulier de mettre en application puis implanter dans un établissement de santé, encore plus particulièrement dans le secteur de la recherche, toutes ces nouvelles dispositions législatives-là pour mieux accompagner mon organisation là, dans une transition vers des nouveautés en matière d'encadrement de l'accès aux données en matière de recherche. Donc, c'est partant de cette expérience-là des derniers mois là, que je viens aujourd'hui vous parler des nouveautés dans la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, puis surtout leurs incidences en recherche. Par ailleurs, je tiens à mentionner que la présentation se concentre un petit peu plus sur l'accès aux données des organismes du réseau de la santé, particulièrement les établissements de santé, parce que c'est là que j'ai été davantage appelée à analyser les nouvelles dispositions législatives, mais je vais quand même donc vous parler des nouveautés pour ce qui concerne d'autres organismes, puis aussi des chercheurs qui sont un peu plus hors réseau de la santé. Donc, les termes que je vais aborder de manière globale dans ma présentation, il y a la vie privée, il y a bien sûr toutes les nouveautés législatives en protection des renseignements de santé, puis il y a l'encadrement de l'accès à la donnée en recherche. J'ai aussi un fil conducteur pour ma présentation là, à garder en tête. Mon fil, c'est l'idée qu'il doit toujours y avoir une balance ou un équilibre qui est assuré entre le respect du droit à la vie privée de l'individu, du patient, puis la mise en place de conditions d'accès à la donnée qui sont intéressantes puis favorables au milieu de recherche puis aux chercheurs pour permettre, dans l'intérêt public, donc dans l'intérêt plus global des patients, les avancées qui sont requises en matière de recherche pour la santé de la population. Je vais donc mettre en lumière l'effort du législateur pour garder cet équilibre-là entre faciliter, en quelque sorte, une circulation puis un accès aux renseignements des patients, que ce soit dans le cadre des soins puis des services de santé ou services sociaux en général, mais aussi plus précisément en recherche, mais tout ça tout le temps en respectant le droit à la vie privée de chaque individu. C'est un équilibre qui n'est pas très évident à maintenir, mais c'est vraiment l'exercice de toujours considérer tout autant l'importance du droit à la vie privée de la personne que l'importance qu'a l'accès à la donnée de santé pour permettre d'offrir des soins de manière optimale, mais aussi de permettre l'avancée scientifique en recherche. Ça m'amène à vous introduire le sujet de la vie privée. Donc, quand j'échange ou que je présente sur des nouvelles dispositions législatives en matière d'accès aux données en recherche, les enjeux les plus rapidement abordés, ça va être les questions d'accès, de disponibilité, c'est quoi les processus pour arriver à mettre la main sur les renseignements dont j'ai besoin pour mon projet. Mais je trouve quand même important qu'on revienne aux principes de droit qui soutiennent ou justifient pourquoi. Bon, on a choisi cette année au Québec d'élaborer un régime particulier de protection des renseignements de santé et de services sociaux. Puis en l'occurrence, c'est le droit à la vie privée. L'importance à la confidentialité puis l'importance de la protection des renseignements des patients va prendre son assise dans ce droit à la vie privée qu'a chaque personne. C'est un droit qui est consacré dans la Charte des droits et libertés et dans le Code civil du Québec. Puis le droit, de ce droit à la vie privée-là, vont découler les droits à la confidentialité et à l'intimité. Et c'est ces deux droits-là, confidentialité, intimité, qui justifient de protéger les renseignements qui sont dits personnels. Ça, c'est en fait les renseignements qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Puis les renseignements de santé, eux, ils se situent où là-dedans? Ils sont protégés, sont confidentiels, mais ça l'inclut quoi? Puis c'est quoi leur rapport par rapport aux renseignements personnels? Tout récemment, donc avant le 1er juillet 2024, les renseignements de santé étaient au sens de la loi des renseignements personnels comme tous les autres renseignements personnels. Ils n'existaient pas séparément. Le dossier du patient dans l'hôpital, lui, faisait l'objet de dispositions législatives particulières qui lui assuraient une protection différente d'autres dossiers, comme par exemple un dossier d'employé qui a des renseignements personnels dedans. Donc, on avait, avant le 1er juillet 2024, la loi sur les services de santé et services sociaux, la loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui s'appliquaient pour le secteur public et les établissements de santé, et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui tous ensemble assuraient l'encadrement de l'utilisation puis de la protection des renseignements des patients dans leur dossier de santé. On a vraiment fait table rase sur cet encadrement-là au 1er juillet en adoptant la loi sur les renseignements de santé et services sociaux pour venir distinguer dans une catégorie spéciale et unique les renseignements de santé des patients. C'est vraiment comme une famille séparée de renseignements personnels. Puis ça inclut spécifiquement, bon, bien sûr, un renseignement qui permet d'identifier une personne, l'identifier directement ou même indirectement, c'est important, mais qui va répondre aussi aux caractéristiques de concerner son état physique ou mental, ses antécédents médicaux ou familiaux, concerner tout le matériel qu'on peut prélever sur la personne, ses implants, ses orthèses, ses prothèses, va concerner les services qui sont offerts à la personne, donc la nature des services, tous les résultats de ces services-là, tels les diagnostics, les lieux, l'identité des intervenants. Puis aussi, tous les renseignements d'identification qui sont accolés à ces renseignements de santé-là. Donc, tout ce qui permet d'identifier un patient dans le système de santé, un renseignement plus médico-administratif va aussi être inclus dans la définition de RSSS. Ça va aussi inclure des renseignements qui sont obtenus dans le cadre de l'application de la loi sur la santé publique. Je vais juste bifurquer 2 minutes de mon introduction de la loi pour situer un petit peu plus schématiquement le renseignement de santé et de services sociaux. Pour moi, là, c'est vraiment moi qui l'imagine comme ça, on peut penser ici à des poupées russes. Fait que la donnée, là, la grande donnée qu'on parle plus en termes scientifiques, ben c'est pas un terme qui est défini dans la loi. C'est vraiment un jeu de renseignement, puis il pourrait être totalement anonymisé. Si c'est le cas, dans cette situation-là, ben on ne tombera pas dans une catégorie de renseignements personnels, puis on va rester dans une catégorie plus générale de données. Mais dans la donnée, il y a souvent aussi des renseignements qui permettent d'identifier directement ou même indirectement une personne. À ce moment-là, on tombe dans la catégorie renseignements personnels. Puis pour avoir accès à ces renseignements-là dans le cadre d'un projet de recherche, il faut respecter certaines conditions plus strictes. À l'intérieur de cette catégorie-là, on vient extraire tous les renseignements personnels, mais qui permettent donc qui parlent ou qui concernent l'état de santé ou l'historique médical de la personne ou du patient. Puis on tombe dans notre catégorie de renseignements de santé et services sociaux qui sont, on va se le dire, d'autant plus sensibles. Hein? Ils ont une nature très intrusive dans la vie privée de la personne. On parle de sa santé, santé mentale, santé physique. C'est que ça suscite un très haut degré d'attente à ce que ça soit accessible juste par ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, pour ces raisons-là, on va avoir aussi des conditions très strictes à y respecter quand on veut y accéder en matière de recherche. Je vais revenir un petit peu à ma loi. Donc, je vous ai expliqué la loi sur les renseignements de santé et services sociaux avise quel renseignement, mais avise quel organisme ou quelle organisation. Mais on l'a créé pour qu'elle englobe pas mal tout le réseau de la santé, sans distinction quant à si l'organisme est public ou privé. Fait que l'idée, tout le temps derrière ça, c'est d'assurer une fluidité de l'information à travers le réseau. On va avoir une loi qui vise transversalement tous les organismes qui peuvent être appelés à manipuler, collecter, utiliser aux fins de recherche ou aux fins de services de santé les renseignements des patients, plutôt qu'avoir des différentes lois qui catégorisent chacun des organismes comme on avait auparavant. Ça m'amène à vous parler de l'objet de la loi. J'ai mis beaucoup d'informations sur cette diapo-là dans ma présentation, mais c'est parce que je trouve important de reproduire un peu plus fidèlement ici le premier article de la loi qui vient clairement établir son objet. Donc, en ayant toujours en tête le fil conducteur de ma présentation, donc cet équilibre-là qu'on veut avoir entre le respect de la vie privée et la promotion de la recherche qui passe par un accès facilité à la donnée, on va regarder un peu comment le législateur a prévu ça dans son premier article de la loi. Fait que dans son premier article, il vient asseoir les règles qui vont assurer la protection des renseignements de santé des patients. Mais il veut quand même permettre une utilisation optimale puis une communication efficiente. On veut que les professionnels qui soignent aient accès aux renseignements de leurs patients en temps opportun. C'est quand même très légitime, on s'entend. Il vise aussi, par ces nouveaux mécanismes qu'il met en place dans la loi, à améliorer, oui, la qualité des services en assurant une fluidité dans l'échange,
mais aussi un meilleur échange tout au long du parcours de soins avec une visée d'amélioration de la gestion puis de la performance du système de santé. Donc, tout à fait pertinent avec la réforme qu'on vit dans le système de santé en ce moment. Fait qu'on vient vraiment comprendre dans cette loi-là qu'on voit comment les différents professionnels et les chercheurs vont pouvoir avoir accès à la donnée du Québec, puis on vient prévoir spécifiquement toutes les méthodes de communication des renseignements de santé dans ces situations-là. La loi le confirme aussi très clairement, le renseignement de santé et de services sociaux est confidentiel. Pour retenir donc à la base que ça prend le consentement de la personne pour utiliser ces renseignements. Ici, on n'a pas le consentement. Donc, en absence de consentement, parce qu'on peut reconnaître que dans certains cas, c'est impossible d'avoir le consentement de la personne, bien, on doit absolument, pour utiliser le renseignement de santé, se conformer aux modalités que la loi va prévoir pour les collecter, les utiliser, les communiquer. La notion d'accès au renseignement va prendre toute son importance dans cette nouvelle loi-là. De manière générale, la loi, je vous l'ai dit, veut instaurer une fluidité de l'accès au renseignement dans le grand réseau. Fait que la loi prévoit à cet effet-là que l'intervenant qui est membre d'un ordre professionnel va pouvoir accéder au renseignement de ses patients dans le cadre des services et des soins qu'il offre. Mais pas juste dans l'établissement, l'hôpital ou la clinique où il travaille. Il va avoir un accès plus élargi à tous les renseignements du réseau de la santé à travers les organismes visés par cette loi-là. Fait qu'on vient défaire les silos ici quand on parle de soins et services. Ce même intervenant-là aussi peut pouvoir accéder aux renseignements pour des fins d'enseignement, de formation et de pratique réflexive. Donc, on est vraiment venu le dire noir sur blanc dans la loi, que c'est une possibilité d'accès pour les professionnels du réseau de la santé. On prévoit aussi, sous réserve de certaines conditions, comme une formation obligatoire, qu'un intervenant qui n'est pas un professionnel au sens du Code des professions peut accéder, lui, pour des fins plus administratives, au renseignement du patient. Par exemple, là, ici, c'est pour soutenir le travail des professionnels qui donnent les soins aux patients. On vient aussi introduire des nouvelles notions d'accès en recherche qu'on va regarder un petit peu plus amplement par la suite. On revient avec notre principe d'équilibre. Considérant qu'on vise une amélioration de l'accès, de la fluidité, du partage des renseignements comme principe dans cette nouvelle loi-là, le législateur, il devait aussi s'assurer de prévoir des mesures de protection du droit à la vie privée puis à la confidentialité pour son patient. Fait que la loi vient prévoir des principes que moi, là, je me permets de qualifier de mesures de protection pour le patient. Par exemple, maintenant, le patient a un droit clair consacré dans la loi d'être informé du nom des personnes ou des catégories de personnes qui accèdent à ces renseignements au sein d'un organisme. Ça va inclure les accès qui sont faits à ces renseignements à des fins de projets de recherche. Fait que les organismes doivent, dès maintenant, là, depuis le 1er juillet, s'assurer de pouvoir répondre à ces demandes d'information-là de leurs patients. Souvent, on va parler ici d'une journalisation, par exemple, des accès au dossier patient électronique qui va nous permettre de voir qui a consulté le dossier à quel moment. Une grande nouveauté en termes de mesures de protection pour le patient, c'est aussi toute l'instauration du droit de restriction de l'accès. Fait qu'on vous le dit, l'intervenant a le droit d'accéder aux renseignements du réseau de la santé pour les services qu'il offre à son patient, mais en contrepartie, le patient peut décider de restreindre l'accès à ces renseignements à des intervenants en particulier ou à des catégories d'intervenants. Il y a des exceptions, si jamais sa vie est en danger, on pourrait outrepasser ce refus d'accès si on n'est pas capable d'obtenir son consentement pour la levée. Il existe aussi un droit de refus pour la personne, que certaines personnes aient accès à ces renseignements. Fait qu'on pourrait refuser que notre conjoint, notre proche, puisse accéder à nos renseignements après notre décès dans son processus de deuil. Même chose pour la cause relative à notre décès. On peut aussi refuser que des chercheurs accèdent à nos renseignements pour nous solliciter à participer à un projet de recherche. Donc, un patient pourrait s'adresser à son organisme où il consulte régulièrement puis dire, moi, je veux pas que mes données soient, mes renseignements de contact soient disponibles à des chercheurs pour qu'on m'appelle pour être sollicité à des projets de recherche. Même chose, les patients peuvent aussi refuser que les chercheurs qui ne sont pas liés aux organismes, puis je vais revenir avec les définitions par la suite, accèdent à leurs renseignements de santé dans le cadre de leur projet de recherche.
Donc, quand on pense à notre équilibre entre améliorer l'accès, la fluidité, bien là, ici, on voit des mesures de protection de la vie privée qui sont ajoutées aussi dans la loi. Je vais creuser un petit peu les incidences de la loi sur le secteur de la recherche. Fait qu'on a la possibilité maintenant, enchâssée clairement dans la loi, d'avoir des consentements plus généraux pour l'utilisation des données dans le cadre de la recherche. Le consentement peut être donné maintenant par thématique de recherche, par catégorie de projet ou même par catégorie de chercheurs. Puis ça, c'est pas à sous-estimer parce que, retenons-le, puis je vais le répéter et répéter, on veut toujours mettre de l'avant d'obtenir le consentement du patient préalablement à l'utilisation de ces renseignements dans le cadre d'un projet. Après, on a aussi un accès qui est facilité pour les chercheurs liés aux établissements ou aux organismes du réseau de la santé. Le chercheur peut faire sa demande d'autorisation dans un établissement où il est affilié pour être autorisé à accéder à des renseignements d'autres établissements ou d'autres organismes. Donc, à l'instar de l'intervenant qui a maintenant accès aux renseignements de son patient dans d'autres établissements de santé, le chercheur a aussi un mécanisme pour procéder ainsi dans le cadre de son projet de recherche. Et il y a aussi, pour faciliter l'accès à des chercheurs qui ne sont pas liés à des organismes du réseau, la création du centre d'accès en recherche, donc centre d'accès à la donnée pour la recherche, pour ces chercheurs particuliers-là. Toujours avec mon fil conducteur de retrouver notre équilibre, on voit qu'on vient faciliter ou moduler différemment, oui, l'accès à la donnée pour améliorer la recherche, mais la loi prévoit aussi des mesures pour assurer la protection des personnes en contrepartie. Donc, ça demeure un peu contraire à certains messages qui ont pu circuler en lien avec l'adoption de la loi sur les renseignements de santé et services sociaux, mais ça reste qu'avec cette nouvelle loi-là, le consentement est à prioriser. C'est-à-dire que si le consentement peut raisonnablement être obtenu auprès des patients ou même des personnes qui pourraient consentir de manière substituée pour le patient, ça ne devrait pas être possible pour le chercheur d'accéder à la donnée. C'était déjà une analyse qui était faite par les comités d'éthique à la recherche qui déterminait si il était raisonnable ou pas d'aller chercher un consentement pour consulter la donnée des patients. Maintenant, ça fait, si on veut, l'objet d'une double évaluation avec le fait que c'est enchâssé dans la loi sur les renseignements de santé et services sociaux. La loi prévoit aussi que l'organisme doit toujours s'assurer de minimiser l'accès à des renseignements identifiables. Donc, dans le meilleur des mondes, on envoierait toujours de la donnée anonymisée aux chercheurs, mais si ce n'est pas possible, au moins dépersonnaliser et s'assurer qu'on limite le plus possible tous les renseignements qui sont directement identifiables du patient. L'organisme, donc, qui donne accès à ces données dans le cadre de la recherche doit aussi pouvoir informer l'usager de quel chercheur a accédé et utilisé à ces données. Je vous le disais, maintenant, c'est un droit du patient de demander qui a vu quoi dans mon dossier et quand, ou quelle catégorie d'intervenants l'ont vu. Ça revient aussi le même principe pour les projets de recherche. En plus, ajoutons à ça que si le chercheur accède à des renseignements sans le consentement du patient, il doit s'engager formellement là, à assurer des éléments de protection de ces renseignements-là au sein d'une entente qu'il signe avec son établissement ou son organisme. Et finalement, la commission d'accès à l'information, elle, accroît son pouvoir de surveillance ou à tout le moins sa visibilité sur les projets des organismes. Puis je vais vous expliquer bientôt pourquoi. On a vu les incidences plus générales de la loi sur l'accès à la donnée en recherche et son corollaire en termes de mesures de protection de la vie privée. Fait que je vais revenir plus précisément sur la porte d'entrée pour accéder à de la donnée. Il y a deux modes d'accès à la donnée pour fin de recherche. Le premier, celui qui va de soi, qui existe depuis toujours et qui n'a pas nécessairement changé, c'est vraiment celui d'avoir le consentement de la personne concernée. Ensuite, il y a un plan B. On peut quand même accéder sans son consentement à condition de respecter les modalités légales. C'est dans cette deuxième situation-là, dans le plan B, que ça va prendre de procéder à une évaluation là, que je vais vous décrire, prendre entente avec l'organisation dont je vous ai parlé et aussi aviser l'organe de surveillance qui est la Commission d'accès à l'information. On va creuser là, cette deuxième option-là, ce plan B-là, parce que c'est vraiment ça qui amène le plus de nouveautés en matière d'accès à la donnée à des fins de recherche.
Pour commencer, j'en ai parlé un petit peu, j'y ai fait allusion. La loi vient créer 2 catégories de chercheurs. Il y a des chercheurs liés à un organisme, puis des chercheurs non liés à un organisme. On se replace dans le fait que la loi veut favoriser l'accès à la donnée en santé de manière générale, notamment pour les chercheurs qui œuvrent au sein des établissements du réseau de la santé, qui vont être définis comme des chercheurs liés, mais également de certains autres organismes, comme l'INSPQ, l'INES, EMA Québec, RAMQ, Transplant Québec, qui vont faire partie de cette liste-là. Cette première catégorie-là, elle est exclusive. Donc, on sait exactement quels chercheurs sont dedans. Et la seconde catégorie, donc les chercheurs non liés, vont inclure tous les autres chercheurs qui ne tombent pas dans la catégorie des chercheurs liés. Selon la catégorie à laquelle le chercheur appartient, il va avoir des trajectoires d'accès à la donnée, toujours dans mon plan B, là, sans consentement du patient, qui sont différentes. Donc, c'est nos 2 processus. On a notre chercheur lié. Lui, il évalue que dans le cadre de son projet, c'est impossible d'obtenir le consentement du patient. Alors, il présente sa demande à l'organisme où il est lié. Dans le CHU de Québec, c'est les chercheurs affiliés au CHU de Québec Université Laval qui vont présenter leur demande au CHU. Et la demande, elle est évaluée par l'organisme. Il y a prise d'entente entre le chercheur et l'organisme et le chercheur va obtenir ces données de la part de l'organisme et des autres organismes visés au besoin si sa demande en visait davantage. Je vais élaborer sur ça dans quelques minutes. Le chercheur non lié, lui, pas le droit d'aller frapper aux portes des différents organismes et dire « Ah, j'ai un beau projet, j'ai même mon évaluation éthique qui est faite, pouvez-vous me donner accès à la donnée? » Il doit aller à la porte centrale qui a été créée pour les chercheurs non liés, le Centre d'accès pour la recherche, de son petit nom, le CAR, qui va évaluer sa demande, prendre entente avec le chercheur, et c'est le CAR qui va obtenir les données des organismes visés et les remettre aux chercheurs non liés dans ce cas-là. Quelques mots sur le Centre d'accès à la recherche, le CAR. Donc, c'est un organisme qui est désigné par le gouvernement. Puis, on a vu, ou si vous ne l'avez pas vu encore, je vous l'annonce, récemment, un arrêté ministériel qui a confirmé la nomination de Santé Québec à titre de CAR avec l'assistance du CHUM et du CHU de Québec Université Laval. Ce CAR-là va recevoir, traiter les demandes d'accès des chercheurs non liés, faire le lien avec les organismes détenteurs des renseignements des patients, produire des fichiers de renseignement ou des analyses qu'il va communiquer aux chercheurs, mais il doit s'assurer dans le cadre de son processus de respecter les plus hauts standards en matière de protection des renseignements et à cet effet-là, ce qu'il fait est surveillé par la Commission d'accès à l'information à qui il doit faire des rapports annuels sur les demandes qu'il a traitées. J'ai donc indiqué que dans le processus plan B, il y a une évaluation à effectuer, que ce soit par l'organisme auquel le chercheur est lié ou par le CAR pour les chercheurs non liés. Puis cette évaluation-là, c'est une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Je la décris vraiment comme une auto-évaluation que le chercheur doit faire des risques que vont comporter son projet sur l'atteinte à la vie privée des personnes qui vont voir leurs données utilisées dans le projet sans qu'elles y aient consenti. On fait vraiment une balance encore des risques pour s'assurer que l'intérêt de la recherche surpasse l'atteinte à la vie privée que va représenter cette utilisation-là non consentie des données. Il faut que le chercheur se pose la question, est-ce que je me limite à collecter ce qui est nécessaire? Est-ce que mes méthodes de collecte, de conservation, de destruction de la donnée sont sécuritaires? Quand le chercheur a fait cette auto-évaluation-là, l'organisme va se pencher dessus puis il va regarder si toutes les conditions sont remplies pour autoriser l'accès aux renseignements. C'est vraiment une évaluation de gestion des risques. L'idée, c'est de s'assurer que l'intrusion dans la vie privée de la personne par l'utilisation sans son consentement de ces renseignements est réduite à son maximum, puis qu'on prend toutes les précautions qui sont raisonnables pour éviter une atteinte à la confidentialité pour les personnes. On va bien sûr valider si le consentement ne peut pas être obtenu avant toute chose, si on n'utilise pas trop de renseignements nominatifs, c'est quoi les sensibilités du projet en général, puis on en profite, nous, de notre côté, pour faire aussi de la sensibilisation puis de l'éducation sur les méthodes sécuritaires pour travailler la donnée. Et surtout dans tous les cas, on va évaluer toutes les méthodes possibles pour transmettre une donnée dépersonnalisée ou anonymisée. C'est ça qui minimise le plus l'atteinte à la vie privée du patient.
La question de la raisonnabilité d'obtention du consentement qu'on évalue, je veux quand même dire qu'elle se fait vraiment en collaboration avec le comité d'éthique à la recherche. Il faut que le chercheur explique puis convainque les instances que dans les circonstances de son projet, c'est pas raisonnable d'obtenir le consentement. Puis c'est une grande partie de l'évaluation qui est faite avant de donner l'autorisation d'accès à la donnée. Parce qu'on se souvient, c'est vraiment un plan B. Après avoir validé les informations puis s'être assuré qu'on rencontre les critères établis dans la loi, c'est là que entre en jeu l'autorisation d'accès. L'autorisation, c'est en quelque sorte à la discrétion de l'organisme. La loi dit que l'organisme peut donner l'accès si les conditions suivantes sont remplies. Donc, c'est déraisonnable d'exiger le consentement. L'objectif du projet de recherche l'emporte eu égard à l'intérêt public sur l'impact qu'a l'utilisation du renseignement sur la vie privée des personnes. Et les mesures de sécurité sont propres à assurer la protection des renseignements qui sont utilisés dans le cadre du projet. Par ailleurs, si jamais l'accès est refusé, il va falloir s'expliquer auprès du chercheur et ça, la loi prévoit que ça prend une décision motivée par écrit pour le faire. C'est par la suite que l'entente d'accès et de confidentialité entre le chercheur puis l'organisme est signée. L'entente, elle va prévoir que on peut pas utiliser les renseignements qui sont donnés ne peuvent pas être utilisés par d'autres personnes que ceux qui sont spécifiquement utilisés aux fins du projet et qui doivent avoir signé un engagement de confidentialité, ces personnes-là. Ils ne peuvent pas être utilisés non plus à des fins différentes que ce qui a été présenté de manière détaillée dans les activités liées au projet de recherche. Donc, il faut que le protocole soit tout à fait correspondant à ce qu'on souhaite faire comme chercheur avec nos données, parce que notre entente nous limite à ce qu'on a décrit comme activité dans notre protocole. Aussi, les renseignements ne pourraient pas être appariés avec un autre renseignement si on ne l'a pas spécifiquement mentionné dans le cadre des documents présentés pour évaluer et donner l'autorisation d'accès. Il ne pourrait pas non plus être communiqué, nos renseignements, ou publiés ou diffusés sous une autre forme qui permet d'identifier, sous une forme qui permet d'identifier la personne concernée. Donc, à la base, l'entente qui est prise avec l'organisme, c'est de dire, une fois que tu iras en publication pour ton projet, il ne faut absolument pas qu'on puisse identifier une personne concernée de par l'utilisation que tu en as fait de ces renseignements. C'est cette entente-là qui est prise entre l'organisme et le chercheur, qui a fait suite à l'auto-évaluation par le chercheur et par l'évaluation des critères de la rencontre et du respect des critères légaux par l'organisme qu'on transmet à la Commission d'accès à l'information. Donc, il faut être conscient qu'en ce moment, depuis à tout le moins le 1er juillet, la Commission d'accès à l'information est avisée à chaque fois qu'il y a un projet de recherche qui se passe dans un organisme visé par la loi où un chercheur accède à de la donnée sans le consentement du patient. Fait qu'elle voit tous ces projets-là et peut exercer un rôle de vigie et d'intervention auprès des organismes qui ne respectent pas l'encadrement et les modalités légales applicables. Un peu à l'image d'un seul et même comité d'éthique à la recherche qui fait une évaluation d'un projet multicentrique, il est possible, puis c'est ce que la loi prévoit, de procéder à une seule évaluation, donc des facteurs relatifs à la vie privée, pour accéder aux renseignements des patients de plusieurs organismes. Donc, le chercheur qui est lié à l'organisme va présenter sa demande. Donc, le chercheur qui est affilié à mon organisation va présenter sa demande dans le CHU de Québec Université Laval. Puis ça se peut qu'ils me disent, bien, j'ai aussi besoin de données d'autres établissements, de cliniques privées, de l'INSPQ, de l'INES. Voici ce que je veux obtenir chez eux. Et c'est l'organisme, au moment d'évaluer la demande de son chercheur, qui va aller consulter ces autres organismes-là puis leur dire, avez-vous des observations à faire sur cette demande d'autorisation d'accès? Vous avez 10 jours pour me répondre, sinon je procéderai à mon évaluation et à l'autorisation, le cas échéant, du projet. Donc, il n'y a pas besoin, le chercheur, lui, de frapper donc à toutes les portes des organismes. Une seule évaluation du projet lui ouvre les portes là, de tous les renseignements détenus par ces différents organismes identifiés dans la loi.
D'autres notions à vous mentionner un petit peu plus particulièrement pour les chercheurs liés, c'est la possibilité de communiquer des renseignements à un tiers là, qui pourrait requérir, dans le cadre du projet de recherche, de vérifier à la conduite responsable, le respect des normes éthiques ou d'intégrité scientifique ou d'analyse de conformité, la validité ou la reproductibilité scientifique du projet de recherche. Fait que la loi est venue prévoir spécifiquement cette possibilité-là pour les chercheurs de dire ça se peut que tu aies à montrer tes renseignements à une entité qui vient faire ces vérifications-là et c'est OK en vertu de la loi. On a aussi prévu dans la loi la possibilité similaire de communiquer les renseignements à l'Institut de la statistique quand on a besoin de faire de l'appariement ou du jumelage de renseignements. C'est aussi une notion très importante à retenir, que c'est pas un absolu, l'entente qui est signée entre l'organisme puis le chercheur. C'est toujours possible pour l'organisme de révoquer l'entente d'accès d'un chercheur. Par exemple, si on est avisé qu'il ne respecte pas les normes éthiques, s'il ne respecte pas tout simplement les termes auxquels il s'est engagé dans l'entente, ou si encore on pense qu'il peut y avoir compromission de la sécurité et de la protection des renseignements auxquels il a eu accès. Mettre fin à l'entente, ça mettrait fin là, donc au droit d'utilisation des renseignements pour les fins du projet de recherche. Puis c'est là qu'il faut garder en tête aussi que dans chacun des projets, la commission d'accès à l'information est avisée et peut venir jouer un rôle de surveillance auprès des organismes dans leur saine gestion des ententes d'accès qu'ils signent avec leurs chercheurs. On a parlé, donc j'ai parlé beaucoup des principes d'accès puis de protection des renseignements. Donc ça, c'est le contenu. Mais je veux quand même signifier qu'on a aussi des normes strictes qui s'appliquent en établissement de santé et plus largement plusieurs organismes publics en matière de sécurité informationnelle qui viennent s'ajouter à nos devoirs et obligations de protection du contenu des renseignements en nous ajoutant des devoirs et obligations de sécurité du contenant de ce contenu-là, des renseignements. Donc, des systèmes, des logiciels qui doivent respecter des normes de certification établies. Fait qu'on a des mesures de protection, j'en ai parlé largement, des renseignements, donc du contenu, puis on a aussi des mesures de protection, des normes à respecter quant au système puis aux logiciels qu'on utilise dans les établissements. C'est donc un autre cadre normatif qui s'ajoute, des obligations en matière de sécurité informationnelle. Donc, on doit s'assurer d'une utilisation sécuritaire de nos actifs informationnels. On doit s'assurer de limiter les accès à nos actifs à ceux qui le requièrent dans le cadre de leur fonction parce que c'est la première porte d'entrée au contenu que sont les renseignements de santé qui sont protégés et sensibles. Puis, on doit veiller à ce que les utilisateurs de nos logiciels, de nos systèmes, respectent aussi les modalités d'accès au contenu, aux renseignements qui sont ainsi protégés. Donc, en plus d'obtenir une autorisation auprès de l'établissement à accéder aux renseignements qui sont nécessaires aux fins d'un projet, là, quand on fait tout le déroulement du plan B que je viens de vous présenter, nous, il faut aussi qu'on réfléchisse à la meilleure manière de continuer de protéger puis contrôler les accès à nos différents logiciels, systèmes, actifs informationnels dans le cadre des projets de recherche. Fait que c'est sûr qu'on va aussi toujours s'assurer de respecter les normes qui s'imposent à nous, puis d'avoir des méthodes très sécuritaires d'accéder, manipuler, extraire les données au sein de l'établissement ou au sein de l'organisme. Pour conclure, si on regarde en termes d'amélioration, zone de risque, ce que ça signifie, puis j'ai pris l'angle ici dans ma balance de la vie privée là, davantage, bien, c'est une amélioration que d'avoir un régime exclusif aux renseignements de santé. Pour moi, c'est une belle reconnaissance de la sensibilité extrême de ce type de renseignement personnel-là. Puis juste le fait d'avoir modifié la loi, d'avoir créé ce régime exclusif-là, c'est venu donner un boost de responsabilisation des organisations, là. On est obligé, on est mis devant le fait accompli de l'importance par ces changements législatifs-là et donc, ça vient nous responsabiliser encore davantage. Ça permet, cette réforme-là aussi, d'informer le citoyen de ses droits. Il y a plein de nouveaux droits, je vous en ai parlé. Donc, ça l'informe le citoyen de ses droits, mais ça l'informe aussi le professionnel puis le chercheur de ses nouvelles obligations ou des obligations qui existaient déjà, mais qui étaient parfois un peu méconnues.
ça a une meilleure considération aussi de la réalité technologique, là. Nos anciennes lois dataient vraiment de l'époque davantage dossiers, patients, papier, fax. Donc là, on est rentré dans une ère technologique plus réaliste. On a aussi toutes les nouvelles mesures de protection en matière d'accès à la donnée en recherche. J'ai pas fait un historique de comment fonctionnait l'accès à la donnée en recherche sans consentement préalablement à l'adoption de la loi, mais vous pouvez me croire, c'est une amélioration. Ça l'ajoute du travail, c'est sûr, aux chercheurs, mais ça va certainement rentrer là, dans l'esprit de la recherche au Québec, de faire ces auto-évaluations-là et de toujours s'assurer de minimiser les risques à la vie privée. Bien sûr, c'est une amélioration, bien que ça nous mette vraiment en état d'alerte, mais c'est une amélioration, cette surveillance-là et l'encadrement accru là, qui a été accordé à la Commission d'accès à l'information en vertu des nouvelles dispositions de la loi. Les zones de risque, bien, c'est le déploiement plus graduel du dossier santé numérique national. Cette loi-là a été imaginée pour très bien fonctionner avec un système numérique de dossier santé numérique qui est national, qui est uniforme. Là, il est déployé graduellement. Donc, on a des mises en application variables de la loi à travers le réseau de la santé. Donc, c'est quand même une zone de risque. L'ouverture quand même à l'ensemble du réseau de la santé. Donc, oui, certainement pour faciliter l'accès, améliorer la fluidité des soins, mais c'est quand même une zone de risque de perte de contrôle pour la personne, d'avoir des faits les silos. Ça vient avec aussi une potentielle augmentation des risques d'incidents de confidentialité, bien entendu. Et pour moi, un risque important, une zone de risque, pas un risque, une zone de risque importante à garder en tête, c'est de toujours maintenir l'équilibre. Donc, de ne pas vouloir créer un déséquilibre entre l'atteinte à la vie privée et l'intérêt public du projet de recherche parce qu'il ne faudrait pas préconiser en tout temps de protéger la vie privée et venir nuire aux avancées en recherche ou, dans le cas contraire, tout simplement amenuiser l'importance de la vie privée pour mettre de l'avant, sans trop y penser, la recherche. Donc, créer un déséquilibre, il faut pas. Il faut toujours penser à notre équilibre, là, puis venir balancer pour éviter d'entrer dans cette zone de risque. Je veux terminer avant les questions en vous faisant un petit disclaimer. Là. On est 1er juillet 2024, donc on est à travers le réseau, les établissements, les organismes, vraiment encore à voir à la mise en place de toutes les nouveautés qui ont été apportées par cette loi-là. Puis les interprétations évoluent très rapidement. Fait que je vous invite à continuer à vous tenir informés sur le sujet. Puis certainement qu'on verra une évolution et un changement là, lorsque la réforme vers l'Agence Santé Québec sera complétée là, et la fusion se fera au 1er décembre. Donc, je voulais quand même vous le mentionner en petit disclaimer à la fin de ma présentation.